Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une entrevue dont je suis sûr que l'intérêt soulevé sera extraordinaire parce que je viens de compléter la lecture de Secte en secte, les religions de mon père, de la mission de l'Esprit Saint à la scientologie. Et c'est Michel Laflèche-Francoeur qui a été membre de plusieurs sectes à cause des choix de ses parents. Et après ça, lui-même était en quête spirituelle, puis a encore magasiné d'autres appuis spirituels, d'autres béquilles, jusqu'à ce qu'il réussisse à devenir indépendant de tout ça. Il est avec nous. Salut Michel. Oui, bonjour. Alors d'abord, de secte en secte, religion de mon père, c'est que ton père puis ton grand-père, je pense, était membre de la mission de l'Esprit Saint, c'est ça? Moi, je suis né de 4e génération. Alors, mon arrière-arrière-grand-père a joint la mission de l'Esprit Saint. Aïe, aïe, ça, c'est vraiment de père en fils. Oui, autour de 1910, à la fondation de la mission de l'Esprit Saint. Bon, il y a plein de gens qui ne savent pas c'est quoi cette mission Esprit Saint. Puis c'est ça qui est intéressant dans ton livre, là, je le dis tout de suite d'entrée de jeu, c'est que tu nous décris c'est quoi le mouvement, puis tu en as fréquenté quelques-uns. Puis après ça, tu nous expliques comment tu t'es inséré là-dessus. Et donne-nous des indications. C'est quoi la mission de l'Esprit Saint? Bien, la mission de l'Esprit Saint, ça a été fondé, là, comme je viens de dire, vers 1910. Dans une église catholique de Montréal. C'était un groupe, ça s'appelait des Marian Prayers, des groupes de prière qui se ressemblaient peut-être les mercredis soirs, les jeudis soirs. Puis il y avait un leader du groupe de prière qui était Eugène Richer. Avant, il n'y avait pas de dit Laflèche, ça s'appelait Eugène Richer, la famille Richer. Et puis son frère à lui, qui s'appelle Ismaël ou Israël, peut-être vous en rappelez mieux que moi. Là. Ben, je l'ai lu hier, mais le frère d'Eugène Richer avait des visions, lui, dans l'église en face du métro Montréal, à côté du métro Montréal. Puis il y avait des visions Et puis c'est là qu'il leur est venu l'idée. Lui, il avait plusieurs visions. Il fantasmait sur une fille qui allait à l'église là. Puis il est allé voir au Vatican pour demander à établir un nouvel ordre au sein de l'Église catholique, dans lequel les enfants seraient baptisés avant de prendre leur premier souffle. Puis, baptisés dans Bédène? Oui, baptisés. Qu'on baptise les enfants avant qu'ils viennent au monde. Comme ça, quand ils prennent leur premier souffle, bien, ils naissent pas dans un monde de Satan. Okay. Il a proposé ça Je ne sais pas à cette époque-là s'il disait que c'était un monde de Satan. Pourquoi qu'il voulait, mais je pense que... Mais Satan était bien important dans cette affaire-là. Satan est venu plus important quand ils ont développé la secte, quand le Vatican a refusé de créer cet ordre-là. Ils ont refusé, puis ils ont dit, OK, on part notre Reagan à nous autres. Ouais, on part des visions du frère de lui, il a amplifié, il a parti là-dessus, le frère d'Eugène Richer. Il a parti là-dessus, puis il a utilisé cette idée-là pour développer plus, pour isoler les gens. Puis au Québec, c'est devenu gros, je pense, surtout dans lui, là, Eugène Richer, c'était un bandit, c'était un tout croche. Excusez, là, mais c'était... Il a été accusé à quelques reprises de tenir des bordels. Et puis, c'était un homme qui n'avait pas d'éducation. Il était dans la police. Puis, fait qu'il s'est poussé de Montréal rapidement. Il était recherché. Il est parti de Montréal, je pense, autour de 1923. Et puis, mais je le dis plus précisément dans le livre, j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas tout mémorisé. Et puis, lui, il est allé s'établir aux États-Unis. Il a changé après de ça, nom. il s'est en allé 2 fois, même aux États-Unis. Il s'est encore fait ramasser par les flics là-bas, puis il se retrouvait encore avec des accusations de grossière indécence. Puis il prêchait à moitié nu, en robe de nuit transparente. Il prêchait devant ces gens, devant son assemblée. Tu trouves un tas de contradictions entre ce qu'ils font puis ce qu'ils disent. La même chose avec la scientologie que tu as joint un peu plus tard, on en parlera. La même chose avec comment ça s'appelait? Le Brahman. Les Brahmakumaris, c'est un autre mouvement. Encore une espèce de contradiction. Puis après ça, tu es allé dans l'église de Pentecôtiste. C'est un peu à peu près ramassé d'un chrétien, oui. Bien, de là, mon thème de secte en secte, moi, je ne savais pas trop. C'est eu comme un flash dans la nuit, là, parce que... Quand j'ai commencé à me sortir des sectes, puis tout, j'ai fait comme un genre de psychose aussi. Je me suis mis à faire bien des insomnies, puis à réfléchir, puis à noter qu'est-ce qui venait. J'avais comme des révélations de mon inconscient qui sortaient, puis j'avais ça de secte en secte. Puis j'ai réalisé avec le temps, c'est un pattern. C'est un pattern qu'on développe dans l'enfance. On nous enseigne qu'on est des êtres spirituels, ou bien moi j'étais supposé d'être semblable à Jésus, moi, en naissant dans la mission de l'Esprit Saint. Jusqu'à l'âge de 5 ans, là, parce que tes parents ont débarqué à l'âge de 5 ans avant de s'embarquer dans la scientologie. Donc, jusqu'à l'âge de 5 ans, tu es élevé là-dedans,
Puis t'expliques justement que les enfants, c'est le centre de l'affaire, puis t'as des missions. Là. Bien, dans la mission de l'Esprit Saint, eux, ça s'appelle l'eugénisme. C'était quelque chose qui est assez... comme Hitler, lui, voulait purifier une race en tuant les Juifs. Eux autres, la mission de l'Esprit Saint, veulent faire une race pure en mettant au monde des enfants purifiés, baptisés dès le ventre de la mère. Et contrôlés aussi. Là, parce mais là, que, on est contrôlé. Vous êtes à l'école, vous n'étiez pas à l'école publique, là, vous êtes à l'école en gang. Bien, on ne peut pas être en contact avec le monde de Satan à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur de la secte, c'est le monde de Satan. Jean Richer dit clairement dans ses écrits comme quoi le pape, c'est la réincarnation de Satan. Tu sais, puis les prêtres, c'est tout des... Fait que nous tiennent très loin de l'Église catholique, puis de la société en général. On est supposé de fréquenter juste des gens de la secte. Mais toi, tes amis, donc tes cousins, tes mononcles, puis tout ça, c'est tout de la gang. On est tous dans la mission. Et arrive à l'âge de 5 ans, un traumatisme, ton père veut débarquer de ça, là. Oui, quand mes parents ont décidé de débarquer parce qu'ils ont annoncé une fin du monde qui n'est jamais arrivée. Puis là, après 1 an, 2 ans, bien, il y a eu beaucoup de conflits internes dans la mission de Donc ça a explosé. Ça s'est explosé. Donc il y a une implosion. Ouais, implosé, oui. Et puis nous, on est sortis, toute ma famille, mes 2 parents avec mes frères et sœurs. Mais d'autres membres de ma famille ne sont pas sortis. Ah oui, ils ont été membres de groupes parce qu'il y a eu quelques autres groupes. Là-dedans. Puis il y en a qui sont restés dans la Il y en a plein qui sont rentrés chez Témoins de Jéhovah, encore de secte en secte. Ils sont partis d'un mouvement religieux à un autre pour ne pas se joindre à la société qui est si mauvaise. Bien, il fallait qu'ils se trouvent un autre havre de paix, tu sais, ou un autre port de... Puis, une parenthèse, juste avant d'aller plus loin, une parenthèse, parce que ton nom, c'est Michel Laflèche Francoeur. Oui. C'est qu'il y a plein de gens qui s'appellent des Laflèches ou des Richères. Il y a une Richère, il y a des Richer. Des Eugène Richer. Et donc, ça prenait les noms des fondateurs tout le temps dans ton nom pour les enfants. Ouais. Bien, comme je disais tout à l'heure, au début, lui, il s'appelait Eugène Richer. Puis, à un moment donné, il a décidé de rajouter dit Laflèche. Laflèche. Donc... Puis là, dans les années 60, peut-être 50, 60, là, ils ont commencé à appeler les enfants... Parce que moi, mon grand-père s'appelait Maurice, puis ma grand-mère Simone. Puis, dans les années 60, ils ont décidé que... À un moment donné, ils ont décidé on va faire de la pub, on va les appeler comme le maître. On va lui donner des... Richer, Laflèche, Eugène... Puis tous les dérivés, des fléchelles. Il y en a même un qui s'appelait Fléchette, il faut que tu dises. Ah, ouais. Puis moi, j'ai changé de nom pour Michel, ça fait il y a quelques années de ça. Mais pour mon livre, je voulais garder la flèche. Okay. Parce que c'était pesant à porter. J'entendais une ligne ouverte l'autre fois, puis l'animateur, qui était un peu inculte, ne savait pas que la flèche, c'était un ex-membre de cette mission de l'Esprit Saint. Et puis, il s'est mis à rire de son nom, puis le gars, il a donné une leçon de choses. Il a expliqué, écoute, moi, je viens d'un milieu traumatisant, là, puis bon, il doit prendre son trou, le gars. Mais revenons donc à ton parcours. Ton père débarque de ça, et ça veut dire quoi, là? Vous êtes des enfants de Satan maintenant, là, pour toute votre ancienne gang. Oui, ça veut dire que là, j'ai des oncles que j'ai jamais connus. Du côté de ma mère est décédée, là, ses 2 frères sont pas venus. Elle avait 3 frères, il y en a un qui est venu la voir. Ses 2 frères, on ne les a jamais vus à l'hôpital, on ne les a jamais vus Ils l'ont renié quand elle avait à peu près 30 ans. Fait que des grosses déchirures familiales. Du côté de mon père, mais presque toute la gang est sortie de la mission. Mais même quand on sort de la mission, c'est pas tout le monde que la secte leur sort de la tête. Ah ouais. Mon père était rendu en scientologie, puis il y avait encore plein de croyances de la mission qui y restaient, puis c'est pour ça qu'il était tellement mélangé. Il y en avait d'autres qui étaient témoins de Jéhovah, tu l'as dit. Il y en a beaucoup qui sont passés chez les témoins de Jéhovah. Puis il y a aussi certains membres de la famille de mon père qui ne sont pas sortis de la secte, puis qui ont cessé de nous fréquenter. J'ai une de mes tantes que je ne l'ai jamais connue. Je l'ai connue une fois, j'avais 6 ans. Puis quand mon père il a réaffirmé qu'on ne retournait pas dans la secte, dans la mission, là, les autres n'appelaient pas ça une secte, bien, elle m'a tassé de son fils, puis elle dit qu'elle voulait plus quelque chose avec ses enfants. Tu ne parles plus avec mes gars. À 6 ans, toi, tu étais un enfant de Satan. J'avais 6 ans. Mais quand même, il y a implosion de ta famille aussi, dans le sens où ils se séparent, ton père et ta mère. À un moment donné, mes parents sont séparés, oui. Et le but de la manœuvre, quand tu l'as expliqué tantôt, quand tu es membre de la mission de l'Esprit Saint, c'est de faire des enfants. Il faut faire des enfants, ils vont être purs, puis ils vont créer un nouveau monde qui va être parfait. Ils se séparent, et là, ton père... puis ta mère, ils ne veulent plus de la trollée d'enfants qu'ils ont fait. Surtout là. mon père, ma mère, là, écoute, c'est une sainte, là. Elle faisait son possible, elle fait son possible. Vous étiez combien dans la famille? On était 8. Elle en a eu 8 en 9 ans, plus 5 fausses couches. 8 enfants sur 9 ans, plus 5 fausses couches. Ma mère n'a jamais arrêté. Donc, quand ils se séparent, ils se divisent en deux, là. Ouais, moi, je suis parti vivre avec mon père puis mes 2 frères plus vieux. Ma mère a gardé 2 gars puis les 3 filles.
Puis quand je me suis retrouvé avec mon père, bien, mon père, lui, était parti sa go, là. Moi, là, ma mère, elle me disait des fois, elle disait, ton père en voulait pas d'être ça, de cette vie-là. Puis je comprenais pas qu'est-ce qu'elle voulait dire. J'étais ticu, puis peut-être dans vingtaine, tu sais, je comprenais pas qu'est-ce qu'elle dit, tu sais. Puis c'est maintenant que je le comprends. T'sais. Mon père n'aurait jamais dû avoir d'enfant. S'il n'y avait pas ce tempérament-là, lui, c'était un gars de tournée, il partait en tournée, il vendait des magazines, des estrades. Puis c'était un gars qui aimait ça être sur la route. Puis, mais à 29 ans, il y avait 8 enfants. Faut là, dire il était que... pogné avec une trôlée d'enfants. Puis il a comme lâché la... Moi, en tout cas, quand j'habitais avec mon père, bien, pendant de longues périodes, il n'était pas présent, il n'était plus là. Tu sais, c'est l'abandon parental. Tu avais quel âge à ce moment-là? Bien là, j'étais rendu, ça a commencé vers 8 ans, 8, 9, 10 ans à peu près. J'étais 2-3 ans à vivre avec mon père, tout ça. Mais tu essayais d'aller chez ta mère, puis elle disait non, non, je te prends pas. Bien, ça m'est arrivé, j'étais allé chez ma mère, bien oui. Elle dit, c'est ton père qui est responsable de toi, il va revenir, va-t'en chez vous. Tu sais. Donc tu t'es élevé tout seul? Bien, avec mes 2 frères. Ouais. Puis là, on s'est mis à voler pour manger. Oui, c'est ça, tu as flirté avec la délinquance. Là. Bien, flirter plus que flirter. Ouais. Je suis vraiment tombé dans la petite délinquance à cet âge-là. Bien, tu sais, on volait, c'était pour manger, là. Dans le temps de Noël, on a défoncé un camion de gâteaux. Puis on a eu des gâteaux pour Noël, sinon on n'aurait rien eu. Là. Ah, ouais. Puis mon père, je ne sais pas où ce qu'il était, parce que, tu sais, je ne savais pas, je ne posais pas de questions, mais il n'était jamais à la maison. Mais je l'ai à la bine pas mal solide, tu sais. Mais il n'était pas encore en scientologie à ce moment-là. Non, ça, il avait pas il était comme perdu, puis on le voyait jamais, puis il n'était pas là. Moi, c'est là aussi que j'ai subi des agressions sexuelles par le bonhomme à côté. Il dit, viens chez nous, je vais te donner à manger. Moi, tu sais, j'étais encore jeune, tu sais, j'avais besoin d'être sécurisé, moi, là. Fait que là, lui, il m'a mis le grappin dessus, tu sais. C'était une période de ma vie qui a été très difficile. Puis quand mon père a trouvé la scientologie, bien, d'une certaine manière, moi aussi, j'ai trouvé la scientologie. Oui, parce que dans le fond, il a comme trouvé, avec ce repère-là, il est devenu un petit peu plus fonctionnel. Oui, puis là, ça lui a donné de l'espoir, parce que les promesses que Ron Hubbard, le fondateur de la scientologie, fait, là, tu sais, il te promet la liberté, il te promet que finalement, tu vas avoir une vie productive, complète, enrichissante. Tu sais, c'est plein de promesses là-dedans. Puis moi aussi, je les ai eues, ces promesses-là. Tu sais, moi, j'ai trippé sa scientologie là, quand je suis arrivé là-dedans à 11 ans. Là. 11 ans? Oui, même si j'étais jeune, là. Mais tu sais, j'étais arrivé dans un environnement sécurisant à l'église à sa rue Papineau à Montréal, avec tout du monde souriant. Hey, le monde est pépé là-dedans, là. Ils sont tous sur un pink cloud. Ils sont tous bien allumés, en train de sauver le monde, puis en train de... Tu sais, fait que tu arrives dans un environnement-là, puis tu sors d'un environnement super dépressif, déprimant, où il n'y a rien à manger, puis tu arrives là où tout d'un coup, tu es entouré, puis là, on allait au restaurant à l'autre bord de la rue, tu sais, puis il y avait plein de scientologues dans ce coin-là. J'avais comme une vie. Moi, j'ai accroché, là, j'ai commencé à travailler à l'Organisation de Montréal. Là. Si je me souviens bien, là, ils m'ont fait signer un premier contrat à 12 ans, parce qu'ils ne voulaient pas me faire signer en bas de 12 ans, mais surtout que j'ai eu 12 ans, là, j'ai signé un contrat. Et c'est un contrat de combien de... Non, mais là, c'était un contrat pour l'Organisation de Montréal de 2 ans et demi. OK. Puis mais là, qu'est-ce que tu faisais? Ce que j'ai compris, c'est que dès cet âge-là, tu recrutais un peu. Tu te promets j'allais sur le coin de Montréal, puis... Papineau, puis là, on essayait de ramener des gens pour leur faire des tests de personnalité. Puis, ou bien je travaillais dans l'organisation, là, dans le sous-sol, à écrire des lettres à du monde qui avait acheté un livre. Eux autres, là, aussitôt que tu achètes un livre de dianétique, là, t'es fait. Ils ne donnent pas ton adresse, ton numéro de téléphone, là, parce que là, ils te mettent dans leur filière centrale. Puis, mais c'est un peu comme aujourd'hui, là, avec tu donnes ton courriel à quelqu'un. Là. Fait qu'on écrivait des lettres pour essayer d'amener du monde, tu sais, puis... Ça marchait? Il y avait beaucoup de monde qui, en termes de recrutement... À cette époque-là, époque-là, ça a marché fort. À cette époque-là, la dianétique, scientologie, des années 80, ça marchait pas mal. Puis, mais c'est parce qu'ici, à Montréal, ça commençait à être dénoncé déjà dans le monde entier. D'ailleurs, dans le monde, oui. Oui. Puis Ron Hubbard, je ne savais pas ça, j'ai appris ça. C'est ça qui est intéressant dans ton livre. Tu nous décris le mouvement, puis tu nous décris ce que tu as vécu. Là, à quel âge moi, quand tu pars en Floride? Moi, quand j'avais 12 ans, quand je suis parti en Floride, rapidement, je suis parti pour aller dans la secte en haut. Explique-nous ça, là. C'est quoi? Bien, une secte, là, tu sais, on commence, là, ils viennent nous chercher sur le coin de la rue, là, puis là, on prend la chance de rentrer dans le... Tu sais, puis là, tu es complètement à la base. Puis tu rentres dans des organisations. Des fois, le monde, avant de rentrer dans l'Église de Montréal, là, ils vont passer par Narconon. Sûrement, vous avez entendu parler du centre Narconon de désintoxication. Ou par un programme Criminon qu'ils ont dans certains établissements pénitentiaires. Ou bien un programme pour aider les enfants qui ont de la misère à l'école. Ça, c'est toute la base de la pyramide. Puis
on essaye de prendre les gens qui ont participé à Narconon Criminons, puis on essaye de les amener à l'Église de Montréal. Puis une fois qu'on est à l'Église de Montréal, on se fait recruter pour aller plus haut, pour s'en aller là, en Floride. Puis une fois en Floride, là, si on a du potentiel, ils vont nous ramener plus proche du leader. Puis le plus haut qu'on monte, plus proche du leader, on se retrouve en Californie. Puis aujourd'hui, qui s'appelle David Miscavige, enfermé dans une base clôturée avec des lames de rasoir. Tu ne peux plus sortir de là. Parce que ceux qui ne connaissent pas Ron Hubbard, celui qui a fondé ça, c'est un auteur de science-fiction qui a écrit des livres. C'était un maître hypnotiste. En plus. Puis lui a mis en place des procédés en scientologie pour genre hypnotiser les gens. Ça, c'est dur à croire pour l'auditeur, mais j'allais expliquer pourquoi j'ai voulu faire mon livre, là, qui est important pour moi. Moi, là, quand on est venu faire la demande de pétition là, avec vous là, en 2017, on a fait une pétition pour qu'on voulait aller en parler à l'Assemblée nationale de ce qui se passe dans ces places-là. Puis c'est quoi vraiment qui est en arrière, c'est qui vraiment a eu bord, puis l'a dénoncé. Puis là, ils nous ont refusé. Puis Mme Veil, à l'époque, elle dit « Ah, j'ai confié le dossier à une certaine Mme Lorraine Desroches. On n'a pas besoin de faire... Elle va régler ça. Elle va informer les travailleurs sociaux, puis les psychologues, comment ça se passe dans les... » Moi, j'ai assisté à cette formation que Mme Desroches donne, où elle nous a dit que le brainwashing, ça n'existe pas. On a découvert qu'il n'y a pas de brainwashing, puis, tu sais... Puis elle nous sortait toutes sortes d'affaires, ça n'avait pas d'allure. J'étais en désaccord avec la moitié de ce qu'elle nous disait. Puis là, j'ai voulu, dans mon livre, expliquer c'est quoi le brainwashing. C'est quoi les... Je vais vous donner un exemple qu'on est au courant. Excusez, oui. Non, mais c'est ça. Un petit exemple, dans le livre, avec des exemples. Moi, je l'explique comment moi, je l'ai subi, comment ça s'applique. Je vais vous donner un exemple que le public québécois est plus au courant. Vous vous rappelez cette femme qui est morte là, sous des boîtes puis sous de la boue? Oui, avec la sudation. Oui, bon. Pourquoi qu'on les met dans des tentes de sudation? Il y en a un autre qui est mort aussi, un des auteurs du livre Le Secret, là, un des auteurs qui a fait, en Arizona, il a fait une tente de sudation, puis il y a 3 personnes qui sont mortes. Ça, c'était pour se désintoxiquer. Les tentes de sudation, là, c'est pas pour se désintoxiquer. C'est pas à ça que ça sert. Puis la tente de sudation dans laquelle l'autre était en dessous des couvertes puis de la boue, là, ça, c'était un mécanisme pour provoquer l'état de dissociation chez les gens qui sont avec le coup de chaleur. On est fait comme ça. Quand on voit un traumatisme arriver, puis qu'on reste là, on va prendre une distance de la douleur physique de notre corps. C'est comme quand tu subis une agression sexuelle, plusieurs jeunes femmes, parce qu'en général, ça arrive à des jeunes femmes, ils vont vous le dire. Quand je me suis fait attaquer, là, je suis venu paralysé, puis j'ai comme eu l'impression de sortir de mon corps. Elles ont dissocié. Les sectes là, utilisent ce phénomène-là qui est naturel chez l'être humain pour éviter un trauma qui l'impact serait trop sévère sur la psyché. Ils vont utiliser, le mécanisme est intrinsèque à l'être humain, qu'on se dissocie. Mais c'est-tu le fun, ça? Parce que la façon dont tu la façon qu'on le font en scientologie. C'est euphorique. Oui. Tu dis, moi, je suis devenu dépendant parce que tu as des séances de méditation, des séances de confession, puis tout ça de reprogrammation, puis tu atteins, tu dis, des états seconds, des états euphoriques. Bien, l'état de dissociation, là, comme je vous disais tout à l'heure, quand je suis arrivé en scientologie, là, le monde, ils sont tous sur le pink cloud là-dedans. Ils sont tous high au bas, tu sais. Puis c'est pas rien de sorcier. Et la dissociation, là, ça va d'un extrême là, à juste un simple ennui, puis être complètement déconnecté, sorti de son corps. Puis si ça nous arrive trop souvent, bien que là, ça peut entraîner des problèmes, des troubles de santé mentale sérieux. Là. Ah ouais. Puis, tu sais, fait que tu flottes entre ces deux zones-là. Puis ça, c'est comme ça dans plusieurs mouvements spirituels. Puis là, regardez, l'autre, c'est elle dit qu'elle parlait à Melchisédek, là, Gabrielle Fréchette. Là. Elle parlait à un gourou. Là. Puis là, elle voulait mettre cette personne-là dans un état avec la hutte de sudation qu'elle nous a faite dans un appartement avec de la boue. Là. Elle voulait la mettre dans un état de dissociation pour lui donner accès, elle, à l'au-delà. C'est pas pour se désintoxiquer. Ça n'a rien à voir. C'est pour le trip mental. Oui, c'est mental. C'est pareil comme l'autre en Arizona, là, son John Paul quelque chose. Là, c'est la même chose. C'est un trip spirituel, là, la tente de sudation. Les chamans amérindiens, ça, c'est les Amérindiens qui ont commencé ça. Puis quand ils faisaient ça, ils disaient, eux, les Amérindiens, là, c'est la Mother Earth. Tu sais, ils croient dans la nature. Puis eux autres, ils pensaient que les pierres dans le sauna, les pierres avaient des esprits de leurs ancêtres dans les pierres. Et puis, avec la chaleur, les esprits sortaient des pierres et puis venaient les influencer
dans leurs émotions, puis leur donner de la guidance. Donc, c'est de tout temps dans les mouvements spirituels que ce feeling-là est recherché. Hubert a mis en place le fameux parcours de purification dont on a parlé à l'émission Enquête que j'ai participé là, à l'automne. C'est quoi ça? Puis là, lui, il donne un parcours de purification. Il nous a sorti une espèce d'affaire rocambolesque, comme quoi le LSD puis les drogues resteraient dans nos gras, dans nos tissus adipeux, puis avec la niacine, il fait ouvrir les pores de la peau, puis là, il nous fait gober des gras pour chasser les mauvais gras. Ça, là, c'est tout. Ça, c'est la spécialité du bar. De tout te faire un gros show-up, là, quand que son intention, c'est de te mettre dans un état de dissociation, de te mettre dans un état de... Puis comme je vous dis, bien, lui, c'est des huttes de sudation. Là. Quand on passe 5 heures je l'ai fait, le Purif, à Montréal, là, puis je l'ai refait à Narconon, on passe des heures. Là. Cet effet-là, là, avec la chaleur, après plusieurs heures, nous autres, on veut rester dans le sauna parce qu'on veut finir notre parcours de purification pour faire notre prochain cours. Fait que là, on dit, je vais réussir, il faut que je reste ici. Puis là, mentalement, on se met dans un état qu'on se dissocie un peu de notre corps pour être capable de passer au travers de ça. Puis c'est le fun. Puis c'est le fun. Cet état-là est le fun. Parce qu'on comprend que tu deviens un peu dépendant de ça. Et ce que je voulais dire, excusez-moi, ce que je voulais dire, c'est que dans l'état de dissociation, c'est une transe hypnotique. On est dans le même état qu'une transe hypnotique. Si vous regardez, allez étudier un peu l'hypnose, qu'est-ce qu'on fait? Pour mettre quelqu'un dans un état d'hypnose, on le met dans un état de dissociation. Ouais. Puis, donc, c'est ça le brainwashing. Mais là, pour intégrer, parce que c'est ça que tu fais dans ton livre, là. On va intégrer ça à de ton parcours. Dans le livre, oui. Toi, tu arrives en Floride, tu as 12-13 ans? 12 ans en Floride. Et tu veux être membre, ça s'appelle l'Organisation maritime. Ça, c'est comme plus haut que lui, juste... Hubert, là, dans les années 70, là, il était recherché à peu près par tous les gouvernements du monde. Là. Il était persona non grata dans certains pays. Il était recherché partout. Il s'est allé s'isoler dans les eaux internationales avec une flotte. Il y avait comme 3 petits bateaux. Puis là, bien sûr, il s'est fait venir un paquet d'esclaves sur lui, avec lui, puis sur les bateaux. À un moment donné, il était à peu près 400-500 sur ces 3-4 bateaux. Ils ont acheté un plus gros bateau. Puis lui, il gérait toutes les activités des églises qu'il voulait implanter partout dans le monde. Il gérait ça des eaux internationales. Quand ils ont revenu à s'installer en Floride, où ce que moi, après ça, ils ont gardé le nom de l'Organisation maritime, Hubert, quand il est revenu sur Terre, là, il a laissé les bateaux, là, il est rentré en cachette. Là. Il n'est pas débarqué en Floride. Il est rentré en cachette, je ne me rappelle plus le nom de la ville, puis il s'est isolé une couple de jours à New York dans des chambres d'hôtel avec des grosses valises pleines de cash. Ça, j'ai lu plusieurs livres. Moi, quand j'ai voulu commencer à m'en sortir, puis surtout me sortir de la scientologie de la tête, j'ai lu plusieurs livres de personnes haut placées. Puis j'en mentionne que je les ai utilisés beaucoup pour écrire mon livre. Fait que Hubert, c'était un bandit. C'était un bandit. Il était recherché par tout le monde. Puis déjà, en 1975-70, on avait fait des grosses commissions d'enquête sur la scientologie, en particulier, pas sur les sectes, là, sur la scientologie. Puis ça a sorti que c'est machiavélique, c'est dangereux pour la santé mentale. Puis il y a beaucoup d'argent aussi là-dedans, dans le sens où... Il y a de la grosse argent. Là, tu arrives dans l'Organisation maritime, tu as 13 ans, puis tu veux être proche du grand boss, c'est comme ça que tu réussis. Oui, mais lui, il n'était plus là déjà. Puis il n'était plus là de toute façon, puis ça ne marche pas, puis tu réussis à te sauver. Tu es là combien de temps en Floride? J'étais là 8 mois à peu près. J'ai fêté mes 13 ans là-bas, là, complètement tout seul à 13 ans. Puis ton père était content? Mon père, il a été chassé. Lui, il était content. Il était débarrassé de moi. Ah ouais? Puis dans sa tête, j'étais en sécurité là-bas. Lui, il était fier que je sois là-bas. Hey. Mais il ne l'avait pas pris, lui, parce qu'il y avait des problèmes de... Il y avait trop de dettes. Il y avait plein de dettes, puis il y avait des responsabilités au Québec. Eux autres, ils ne veulent pas là, que la police vienne te chercher là. Ah ouais. Ou que des avocats viennent te chercher parce que tu dois 300 000 à... Fait qu'ils n'acceptent pas les gens qui ont un passé qui traîne encore. Alors, dans la logique... de l'affaire, toi, tu te sauves parce que tu te rends compte que tu es en train d'étouffer, là, en Floride. Tu as 13 ans, puis... Moi, je me suis sauvé... Bien, pour me sauver, premièrement, parce que j'avais jamais de maudite scène. Eux autres étaient supposés de me donner 20$ par semaine. Juste 20$ par semaine, ils ne me le donnaient pas. J'étais rendu, j'avais même plus de linge à me mettre sur le dos. J'avais de la misère à m'acheter du savon pour laver mes vêtements, parce que même s'ils nous donnent 20$ par semaine, il faut qu'on paye pour notre buanderie, nos affaires. Puis en plus, bien là, je voulais revenir au Québec voir le monde. Puis, bien là, ça fait 40 ans de ça. Vous dire exactement pourquoi je me suis poussé, là. Ah, qu'est-ce qui est arrivé, là, pour me vêtir, là,
encore. Là. Une couple d'années avant, j'avais volé pour manger. Là, à Flag, Flag, c'est la place où j'étais. Et j'avais volé pour m'acheter des vêtements. J'avais volé 40$ dans la caisse. Parce que tu racontes, tu te lavais toujours les mêmes vieux pantalons, puis ça sentait le diable, puis il disait, hey, si tu mets en Floride, ça m'est arrivé une fois. Il ne donnait pas d'argent, il a fallu que tu ailles voler pour. Ben, j'ai volé pour m'acheter un autre pantalon. Ouais. Mais là, j'ai eu peur qu'il me pogne. Puis là, là-bas, là, en scientologie, tu as des programmes de coercition quand les gens sont un peu trop ouverts d'esprit ou où ils prennent leurs aises. Là. Ouais, on les casse puis on les met dans une espèce de goulag. Puis là, tu passes 12 heures, tu es habillé en guenille, en noir, puis tu n'as plus le droit de parler à personne. Puis tout ce que tu fais à journée longue, il faut toujours que tu le fasses en courir. Il faut que tu dises « sir » à tout le monde, même si c'est des plus jeunes que toi. Tu es super, tu manges les restants. C'est une punition, là. Une grosse punition qui peut durer des mois. Puis pour que tu reviennes dans le droit chemin. Pour te remettre, pour te recasser. Te recontrôler. Ouais. Alors toi, tu sautes. Moi, j'ai eu peur de me ramasser là-dedans. De la merde, moi, je m'en vais. Je me suis poussé là, ici. J'ai dit de la merde. J'étais obligé de voler pour m'habiller, excusez. Puis là, puis en plus, je sais pas, je voyais plus ma sœur. J'avais une de mes sœurs qui était là, mais elle était dans une autre organisation. Je voyais plus personne. Il n'y avait plus personne que je connaissais. Là, quand un de mes chums de Montréal est débarqué, bien, tout de suite, j'ai reconnecté avec lui un peu, puis j'ai voulu repartir. Je disais, hey, je reste pas ici. Puis c'est grâce à lui. J'avais 13 ans, c'est lui qui m'a aidé à sortir de là. Tu as 13 ans quand même. Tu es au bout du monde, puis tes parents t'ont laissé là, puis ils sont contents même de te laisser là. Tu reviens, puis tu passes pour un renégat rendu à Montréal. Parce qu'à Montréal, ça sait que tu étais en Floride avec plus haut que l'Église. Tu étais avec l'Organisation maritime, c'est encore plus haut que l'Église. Là, tu es considéré comme un déserteur. Comme il y en a un en Russie qui a déserté, là, puis ils l'ont retrouvé en Ukraine, puis ils l'ont tiré. Là. Un déserteur, donc ça veut dire. Un déserteur de l'Organisation maritime. L'Organisation maritime, c'est tout calqué sur l'armée. Là-bas, on a tous des uniformes comme dans l'armée, puis c'est tout. C'est une organisation maritime. Bien, lui, il s'en comptait, le Hubert. Là. Lui, il se faisait appeler le Commodore, puis tout. Puis il disait qu'il avait été dans la Navy américaine, mais il avait tout coulé dans la Navy. Il a failli descendre des bateaux amis, là, genre, il s'est fait mettre dehors de l'armée américaine. Je ne suis pas sûr si c'est des bateaux, mais il est arrivé des choses, il s'est fait foutre dehors, là. Il y avait un dossier. Là. Mais lui, il se prenait au sérieux, puis il a parti son armée maritime. Là. Lui, c'était il prenait au sérieux, puis il y a du monde qui le prenait au sérieux. Là, il y avait plein de mais il était charismatique au bout. Hubert était super charismatique. Puis lui, il était capable de mettre en place des procédés qui mettaient le monde aille. Puis qu'est-ce qui a bien gros marché là, au centre de célébrité des années 70 à Hollywood? Qu'est-ce qui marchait fort, puis comment est-ce qu'il recrutait le monde? C'était avec le fameux code de communication dont je vous ai parlé à l'entrevue en 2017. Ça, c'est des entraînements, qu'ils appellent ça des entraînements de routine à la communication. Là. On s'assied un devant l'autre, là, puis pendant des heures, on se fixe dans les yeux. Puis on ne parle pas pendant des heures. Puis là, à un moment donné, là, le mal te pogne dans le dos. Puis c'est inhumain, là, passer des heures assis à fixer ça. Puis tu n'as pas le droit de bouger, tu n'as pas le droit de cligner des yeux, tu n'as pas le droit de faire un petit... Puis là, tu as une personne qui te check, puis elle dit « Ah, allez, tu es capable, Michel, continue si tu veux passer à la prochaine étape. » Moi, je veux passer à la prochaine étape. Tu veux monter dans l'Église? Oui, bien, dans l'Église, surtout dans le cheminement spirituel. Je veux me sentir mieux. Fait que là, on reste là, dans cette position-là. Puis là encore, qu'est-ce qui arrive? C'est encore l'état de dissociation qui apparaît assez rapidement. Tu viens, là, la face... Là, tout d'un coup, là, la personne avant toi, quand tu as avoué tout flou, puis c'est comme si tu balances dans un autre état. Là, tu es bien. Puis là, tu t'habitues à être dans cet état-là. Puis là, tout d'un coup, tu es bien. Tu n'as plus mal dans le dos, tu n'as plus mal nulle part. Puis en plus, il l'écrit dans ses écrits, Hubert. Il dit « What comes with will go with ». Ce qui va apparaître pendant l'exercice, ça va partir en continuant, en persévérant. Fait que là, lui, le superviseur de coup, il nous rappelle cette phrase-là. Il dit « Continue, ça va partir ». Là, tu es là, tu restes dans ton... puis tu veux passer au travail. Donc, mais dans le fond, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que j'étais quelqu'un d'anxieux, puis il me donnait des exercices, puis quand je faisais ça, mon angoisse partait. Exactement. Ah, ouais. Puis on a encore des méthodes il y a encore de la méditation transcendantale. C'est des méthodes de méditation qui te coupent de tes émotions. C'est la même chose qu'ils font avec les Brahmakumaris dont je parle dans le livre. Eux autres, là, ils te font fixer un petit point, un diamant là, sur un mandala au mur là-bas. Là. Puis eux autres, pour aider à enclencher l'état de dissociation, ils te font répéter le mantra « Je suis un être spirituel ». Puis là, tu médites en fixant ce point-là. « Je suis un être spirituel ». Fait que là, tu viens qu'à te croire. Puis là, tu te mets à flotter un peu. Puis là, tu penses vraiment que tu es un être spirituel, là.
Puis tout d'un coup, le corps devient secondaire. Puis toutes les... Puis toi, dans ton livre, là, on se rend compte que tu recherches cette expérience-là, te débarrasser de cette anxiété-là avec des trucs comme moi, ça. j'ai un historique de toxicomane. C'est ça. Bien, justement, Rendu avant d'aller avec là... les Brahma Kumaris, tu sais, j'ai un historique. Mais j'essaie de m'en sortir. Pour que ce soit logique, un peu comme dans ton livre, là, tu reviens à Montréal, puis à Montréal, ils ne veulent pas te revoir. Non. Mais toi, tu as le réflexe de vouloir y retourner. Pourtant, tu as vu des choses terribles là-bas en Floride, mais tu veux quand même retourner à Montréal. Puis ça dans ton livre, aller-retour, tu as fait ça 3-4 fois, tu débarques, tu reviens, tu débarques, tu reviens. Tu deviens dépendant de ça, là, dans le fond. Là. Bien, là, il ne faut pas oublier, j'ai 13 ans. Là. Ouais. Tu sais, ma mère, moi, quand j'ai débarqué à Montréal, là, ma mère venait de partir pour aller nous rejoindre en Floride. Ah ouais. Je débarque, ma mère n'est pas là. Mes frères, ils sont partis vivre en chambre. Ils ont 15-16 ans, mais eux autres aussi sont partis de la maison. Déjà, ils vivent en chambre. Il n'y a personne il y a personne pour m'accueillir. Puis mon père, lui, il est sago, consomme. Lui, il est encore en scientologie. Moi, j'ai été chanceux d'une certaine manière avec mon père. Parce qu'à lui, là, il allait en scientologie, puis il prenait ce qui faisait son affaire, puis il arrivait à laisser le reste. Ouais, fermait les yeux. Toi, t'avais plus de misère. Moi, je n'étais pas capable de fermer les yeux sur des choses qui n'avaient pas d'allure. Toujours, dit mon père, il me disait ça, il dit, viens chercher qu'est-ce que viens, prends ce qui fait ton affaire, le reste, laisse faire. Mais Hubert, c'est pas ça qui t'enseigne, là. Il ne dit pas, prends ce qui fait ton affaire dans ce que j'écris. Non, tu peux même pas changer une virgule de ce qu'il écrit. Puis tout ce qui t'enseigne, il faut tout que ça te rentre là. Mais toi, tu es rebelle. Alors, tu es jeune, tu essaies d'y retourner. Tu as toutes sortes de processus là, pour moi, là, j'ai intrinsèquement, en dedans de moi, là, moi, je veux sauver le monde. Moi, je veux changer ma vie. Ce que j'ai vécu, déjà, c'est déjà assez lourd. Je veux une vie différente. L'idée d'aider les gens à s'améliorer, puis tout, moi, j'accroche, j'adhère à ça, j'aime ça, ça me motive, ça me donne de l'estime de moi, tu sais, puis ça me... Fait que je cherche ça dans la scientologie. À un moment donné, je me dis, bien, qu'est-ce qui est arrivé en Floride? Bien, c'était ma faute, tu sais, ou bien ils m'ont oublié. Moi, je travaillais dans la grande cuisine. Ils m'ont juste oublié, là. Tu sais, j'ai commencé à les justifier. Puis là, j'ai voulu retourner en scientologie, mais ce qu'ils m'ont mis sur le dos, tout le programme que je devais faire pour pouvoir revenir, c'était tellement lourd. J'étais un déserteur, puis ils ne nous tranchent pas la tête là, quand on déserte l'organisation maritime, mais souvent, tu sors de là avec des factures de tous les cours que tu as fait là-bas. Là. Fait que tu peux facilement avoir des factures de 20, 30, 40, 50 000 $ à rembourser. Ils t'obligent à suivre des cours, mais ils te les chargent. Ils te les chargent si tu ne finis pas ton contrat. Mais l'organisation maritime, c'est un contrat d'1 milliard d'années. Tu avais signé un contrat d'1 milliard d'années? Oui, j'étais supposé de passer ma vie là-dedans. J'étais supposé de passer ma vie dans ça, tu sais. Fait que là, j'avais une grosse facture, puis c'est sûr que j'avais de la... Mais je comprenais pas à cet âge-là. À 13 ans, je comprenais pas. Tu sais, je voyais... Mais quand même, tu te rebelles, puis tu débarques, puis tu fais de la délinquance, et tu te retrouves dans un centre jeunesse, là. Bien là, oui. T'as moi, passé j'ai ton fait un adolescence overdose. Moi, j'ai fait un overdose chez mon père. Là, je me suis mis à consommer beaucoup. Puis je me suis réveillé dans le bain d'eau glacée, là, avec des tapes d'en face par des policiers. Puis c'est sûr que la DBJ s'en est mêlée. Puis ils m'ont envoyé au Mont-Saint-Antoine. Pas parce que j'étais un mauvais gars, mais parce que sacrifice, ils ne voulaient pas me laisser chez mon père. Là. Puis, pour te protéger, dans le fond. C'était pour me protéger. Puis ma mère ne pouvait pas me prendre. Elle en avait déjà 5. Tu étais là jusqu'à 18 ans. Moi, là, j'avais le droit de sortir à 14-15 ans. Et eux autres ne voulaient pas que je retourne chez mon père. Puis ma mère ne voulait pas me prendre. Elle était débordée, puis elle aussi était en train d'une dépression depuis toujours. Là, ils ont voulu me mettre dans une famille d'accueil, puis moi, j'ai dit non. Une famille, j'en ai déjà une. Je n'irai pas dans une famille d'accueil. J'aimais mieux rester au centre. Puis je suis resté au centre jusqu'à 18 ans. Et la première chose que tu fais quand tu sors de là, il y a comme un aimant, là, tu te recolles sur la scientologie. Pas si rapidement, non. Moi, j'ai retourné en scientologie. Moi, quand je suis sorti du centre d'accueil, pendant 1 an à peu près, c'était pas pire parce qu'il m'avait aidé à me trouver une job puis un appartement. Là, j'avais une bonne job, j'étais machiniste, il m'avait appris un métier assez payant. Puis il m'avait aidé à me trouver un appartement, puis je suis sorti. Mais on l'entend aujourd'hui, des jeunes qui sortent de la... Tu sais, tu es encadré là-bas dans un centre d'accueil, puis là, tu as beau avoir un logement puis une job, mais tu sors de la... C'est plein de jeunes de la DPJ qui se retrouvent dans la rue, puis se retrouvent dans... Puis c'est ça un peu qui est... Moi, j'ai tenu pendant un petit bout, là, 18, 19, 20 ans. Puis j'ai retombé pas mal profond dans la drogue. Puis à 21 ans, j'ai retrouvé un autre profond sérieux. Là, je voulais me tuer. Puis et j'ai arrêté de me geler.
Moi, un jour, j'ai prié, là, puis j'ai dit, il y a quelque chose, là, c'est le temps qui... Puis le lendemain, je me suis retrouvé dans un groupe de... Tu as rencontré le hasard t'a fait rencontrer un... Le lendemain, je suis sorti de la maison, mais là, je ne veux pas aller trop loin. J'en parle plus dans le livre, je ne veux pas passer une heure là-dessus. Non, mais quand même... Là, j'ai arrêté de consommer. T'arrêtes de consommer. J'ai arrêté de consommer à froid. J'ai pas fait de thérapie, je parle pas, je trouve pas de parrain dans mon groupe. Je souffre à la planche. Puis là, c'est venu noir dans ma vie. Puis ma job, j'ai lâché ma job. J'étais plus capable d'aller travailler. Je pleurais en allant travailler le matin dans un métier qui m'avait appris machiniste. Ça me correspond tellement pas à ma personnalité. Puis là, j'étais malheureux. J'étais en grosse dépression. Puis c'est là qu'ils m'ont ramassé. Ils m'ont dit... Tu as trouvé refuge encore. Là, j'ai retourné en scientologie. Et ton père, t'es encore là-dedans? Bien là, mon père, oui, lui, il a toujours été là-dedans. Tu vas être content de devoir revenir. Bien, lui, il essayait toujours de me ramener. Puis il dit, viens donc, il dit, viens, on va t'aider. On vient faire un petit cours, je vais te le financer, je vais te le payer, je vais t'aider. Tu sais, puis lui, tout ce qu'il voulait, c'est que je retourne en scientologie. Ouais. Fait que là, je suis retourné. Puis au début, là, ça a marché tout de suite. J'ai comme retrouvé la même dynamique que quand j'avais 11 ans. C'est comme si j'ai la même dynamique. Puis ce qui arrive, là, demandez-le à n'importe quel bon hypnotiseur. Moi, si je me mets à vous faire des séances d'hypnose ici, là, quand vous allez revenir dans l'environnement, puis même si l'hypnotiseur n'est plus là, vous allez retourner un peu dans le même feeling de... Ben oui, Mesmer, il est capable de conditionner pour une semaine après, là. Oui. Tu sais, l'hypnose, puis ça fait la même chose en scientologie. Tu retournes dans l'environnement, puis tu retournes rapidement sur ton genre de Pink Cloud. Tu sais, ça m'a fait ça, moi. Puis j'ai comme repogné le Pink Cloud. Là, j'ai acheté des cours, puis tout. Là, je suis sorti de là. Ça coûtait cher. Ben, j'ai sorti à peu près 5 000 pour un 3 cours, là, un petit package de 3 cours. Puis là, je suis allé dans la grande académie parce que quand j'étais petit, j'allais dans l'académie des adolescents puis des nouveaux publics. Là, j'étais dans la grande académie. Puis je me suis mis à lire des écrits de Hubbard. Puis là, qui disait que hey, là, j'avais plus le droit de faire des meetings, j'avais plus le droit de prendre des Tylenol, j'avais plus le droit de rien faire. J'avais pas le droit de changer une virgule dans ce qu'il écrivait. Là, je voyais, là, c'est du sacrifice. Moi, je trouvais l'idée d'étudier l'homme, l'esprit humain, je trouvais ça intéressant, mais lui, tu ne pouvais pas étudier, là, tu ne peux pas mettre ça dans un contexte ou en perspective. Tu as des lois. Lui, là, il faut que ça te rentre dans la tête. C'est fait comme ça. Puis là, il commence à parler des affaires des stations galactiques, puis comme quoi, là, entre chaque réincarnation, on se retrouve dans des stations d'implants dans l'espace. Tu commençais à trouver ça pété, toi? Un petit peu trop pour moi. Il n'y a pas un dictateur quelque part, il me semble, j'ai lu ça hier, un chapitre. Oui, c'est nous, ben oui. C'est nous. Là, lui, c'est supposé être... c'est toute une structure. C'est comme un livre de science-fiction. Ben, c'est un tu lis un livre de science-fiction. Oui, c'est un auteur de science-fiction. Mais tu lis un livre de science-fiction, tu sais que c'est pas vrai. Mais là, il vous écrit ça aux membres, tout un intergalactique des civilisations, puis il vous connecte à ça, mais là, il dit ça, c'est vrai, là. C'est parce qu'avec l'état de dissociation, là, tu crois à ça? Tu n'analyses pas. On vient qu'on n'analyse plus dans cet état-là. Puis, tu sais, on gobe à peu près n'importe quoi de ce qu'il nous dit. Il est tellement charismatique, Hubbard, puis là, il nous dit « Ah, demandez-moi pas où est-ce que j'ai tout appris ça », mais il se compare à un moment donné à Krishnamurti, je pense, où il dit « Je suis la réincarnation de Bouddha », des choses comme ça. Nous autres, on embarque là-dedans, on cherche ça. Quand on le cherche, bien, on y adhère plus rapidement, tu sais, quand c'est quelque chose qu'on cherche. Puis, mais là, moi, comme j'analysais un peu, puis je dis non, moi, j'embarquerai pas là-dedans, j'embarque pas là-dedans. Là, je suis allé pour me faire rembourser mon 5 000 $. Je voulais déjà mieux. Puis là, ils ne voulaient pas me rembourser. Puis ils m'ont mis de la pression. Ils ont dit, hey, là, je dis, moi, je m'en allais chercher un avocat. J'ai dit ça à la femme qui travaillait pour l'Église de Scientologie. Puis, aussitôt que j'ai dit le mot avocat, là j'étais dans la merde. Là, tu étais encore un peu différé. Là, je redevenais. Là, je menaçais de traîner l'Église de Scientologie en justice. Puis là, c'était sérieux. Je me suis ramassé au département d'éthique. Là, mon père, il s'est mis à m'appeler. Il dit « Hey, viens voir, là. » Moi, je ne voulais plus rien savoir. Là, tu voulais débarquer. Souvent, tu avais 3-4 fois que tu voulais débarquer, mais tu revenais. Là, je suis retourné encore. Avec des punitions à chaque fois, là, parce qu'ils te trouvaient rebelle. Ben oui, là, il t'a envoyé dans un département d'éthique. Là, il faut tout t'écrire sur papier, là, tous les péchés. Là, mais les autres, ils utilisent un autre mot, péché. Tout ce que tu as fait là, contre l'organisation, contre Hubbard, les pensées néfastes que tu as eues, tout ce que tu n'as pas fait, que tu aurais dû faire. Là, tu te ramasses avec des dossiers d'éthique. Tu inventes pour les rendre pour qu'ils soient satisfaits. Puis, là, à un moment donné, ils m'ont dit OK, mais là ils m'ont fait signer un affidavit, comme quoi je ne poursuivrais pas l'Église de Scientologie. Puis je me suis retourné dans l'académie avec l'idée de finir mon package au plus vite. Là, puis là, sans me rendre compte, là, dans ce package-là, il y avait un cours qui se faisait à 2. Là, j'avais pas personne pour le faire. Fait que là, j'ai acheté le parcours de purification, un autre 1 500 $ à peu près.
J'ai fait le purif, qui appelle le parcours de purification. Après, j'ai fait mon 4e cours. Fait que là, veux pas, même si j'avais cet état que je prenais de la distance, puis tout, quand tu fais tes heures dans le sauna, là, c'est nature. Le corps, là, tu dissocies, veux pas, tu te retrouves sur un pink cloud. Mais pour eux autres, le but de la manœuvre, c'est quand tu es dans ton nuage rose, tu es prêt à reprendre d'autres cours pour repayer. Là. Oui, parce que tu es sur un nuage. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que tu repayes. Puis là, ils te programment là, pour que tu restes sur ton nuage. Puis c'est pour ça que tu ne peux pas fréquenter des gens qui te parlent contre la scientologie, écouter des émissions de télé qui sont contre la scientologie. Eux autres, tout ce qui est négatif par rapport à la scientologie, ils t'isolent de ça. Puis là, il a même créé tout un système, là, comme quoi une personne qui est... si tu es en contact avec des gens qui sont contre la scientologie, tu ne peux pas faire de scientologie parce que tu ne garderas pas tes gains. Que tu vas là pour... ça ne marchera pas. Puis, fait que là, tu tasses tout le monde qui te parle contre la scientologie. Puis, donc, c'est arrivé... Tu t'entretiens ton pink cloud. Puis... C'est arrivé plusieurs fois que tu as des crises existentielles, tu débarques, mais tu finis par revenir. Tu as quitté à quel âge? À quel âge ça a cassé? Là? Moi, là, à 35 ans, j'ai retourné... vers la trentaine, j'ai arrêté d'aller là. Puis une couple d'années, à 32 ans, là, j'ai retrouvé le chemin de la sobriété. Puis là, pendant une couple d'années, 2-3 ans encore, là, je n'étais pas satisfait vraiment de ma condition intérieure, si je peux dire ça comme ça. Puis là, je suis allé chez les Brahmakumaris. Puis là, j'ai bien vu que ça avec, c'est une secte qui est beaucoup moins connue, mais c'est eux autres qui ont procédé là, que... Mais tu étais encore attiré par ça, là. Bien, c'est parce qu'en allant chez les Brahmakumaris, j'ai comme réouvert mon esprit au nouveau mouvement religieux. OK. Puis j'ai comme... me suis pas rappelé comment est-ce que la scientologie était dangereuse, puis comment j'ai eu de la misère à m'en sortir. Puis quand il y a une fille qui incitait un peu pour que j'aille la rencontrer à l'église de Montréal, bien, j'étais allé la voir. Moi, j'étais au-dessus de mes affaires. Je ne connais pas ça, le Brahma, puis je vais aller voir comment ça marche. Non, ça, les Brahmakumaris, moi, j'étais passé par là avant. Puis le fait d'être dans ce groupe-là, c'est comme si... moi, je commençais à... Bien, les Brahmakumaris, c'est un peu moins dommageable. Tu sais, j'ai pas subi beaucoup de dommages là, moi, personnellement. Mais tu étais attiré par... Là, je comme la même mon affaire de esprit, méditation, puis tu étais attiré encore par le bien-être. J'avais vu des corollaires entre les Brahmakumaris et la scientologie. Là, tu voyais que les mêmes manettes pour manipuler, là. Tu sais. Mais je voyais pas que c'était des moyens de manipulation. Moi, je voyais que c'était des moyens d'évasion, pour dissocier, pour être mieux. Tu sais, fait que là, j'ai comme vu la scientologie comme... J'oubliais un petit peu là, ce que j'avais vécu encore une autre fois. Puis j'étais allé encore là, tu sais, puis bon enfant. Puis là, ils m'ont fait signer un autre contrat de staff. Mais là, j'ai resté 3 jours. Alors, là, c'est intéressant parce que là, tu es échaudé là, de la scientologie. Oui. Tu dis, je vais essayer un autre chemin qui s'appelle le Brahma Kuranis, c'est ça? Brahma Kumaris. Kumaris. Et là, c'est de la méditation. Puis, mais tu dis, hey, ça marche à peu près comme ça marchait à la scientologie. Ça me faisait dans le fond, c'était pas si pire que ça, la scientologie. Ça me faisait penser au théâtre, tu sais. Bien, c'est parce que moi, à un moment donné, là, ici, le Canada, c'est un refuge pour les gourous de ce monde. Ici, là, avec notre charte des droits et libertés, là, tout le monde est bienvenu, peu importe ta religion, peu importe les gamiques que tu as, n'importe qui. Ici, là, la liberté de pratiquer, liberté de conscience, liberté de pratiquer sa religion, là, bien, c'est sacré. Puis là, j'ai un petit peu rentré dans cette mentalité-là. J'ai vu y aller Brahma Kumaris. Là, j'ai dit, la scientologie, c'est juste une autre affaire parmi tant d'autres, tu sais. Ça, fait que là, j'ai retourné, je lui ai donné. Ben, moi, la dernière fois que j'ai été en scientologie, après, inconsciemment, là, quand je suis sorti de là la dernière fois, là, c'était grave parce que j'ai réalisé que cette fille-là m'avait juste dit 2-3 affaires au téléphone, là, puis elle m'avait comme ramené. Là, j'ai vu comment est-ce qu'elle me manipulait mentalement. Tu peux être manipulé facilement. C'est comme si j'avais quelque chose en moi, là, ils avaient implanté ça dans moi, dans mes études quand j'étais plus jeune. Ouais. Puis elle a tiré sur 2-3 ficelles, puis elle m'a ramené. Puis, mais là, à un moment donné, là, ils m'ont mis, eux autres, ils sont stupides parce que ça faisait 3-4 ans que je n'allais plus là. Puis ils m'ont mis dans la pire place qu'ils pouvaient me mettre. Là. Ils m'ont mis dans une place dans le sous-sol de l'Église de Montréal où ils avaient entreposé des vieux dossiers de personnes qui avaient quitté la scientologie puis qui n'étaient jamais revenues. Ils avaient quitté au milieu d'une séance de thérapie en colère. Donc, c'était des rebelles comme toi. Oui. Puis là, je voyais tous les dossiers du monde que j'avais connu. Puis là, je voyais, puis j'ai dit,
tout ce monde-là, c'est tous des dossiers de séances de thérapie qui avaient mal tourné. Eux autres, ils gardent un stock. Puis là, ils m'avaient demandé de mettre ça en ordre, faire de l'ordre là-dedans. Puis là, je pouvais ouvrir tous les dossiers, regarder l'histoire du monde que j'avais connu. Puis... Tu dis, il n'y a pas juste moi qui ai de la misère avec ça, il y a un tas de mais monde. ça a eu comme un impact sur moi. Ouais. Parce qu'il y en a un là-dedans, je me rappelle son nom, je ne dirai pas son nom. Lui, il était rendu sur la rue schizophrène, là. Ah ouais. Tu sais, puis là, il voyait qu'il y a bien du monde qui avait viré, puis il s'était poussé. Puis là, j'ai eu peur. J'ai dit, elle, là, elle a réussi à me manipuler, m'amener ici. Puis là, je voyais ça, tout ce monde-là que j'avais connu quand j'étais tout petit, puis il n'était plus là. Puis là, j'ai sorti de là un peu traumatisé, là, avec la peur. Puis là, je prenais la 45 Papineau, là, puis quand j'arrivais proche de l'église de Scientologie, je faisais ça de même. Ah ouais. Je me tassais, là. Là, j'ai commencé avec du test post-traumatique. Puis encore aujourd'hui, 30 ans après, là, quand je vais proche de l'église de Scientologie, là, je me sens mal. Ah ouais. Parce que les autres, là, ils ont réussi à me faire croire que j'étais un trou de cul, puis que j'étais une mauvaise personne. Ouais. Puis quand je vois là, un petit peu, là, ça se réactive. Parce que la façon que je vis ma vie aujourd'hui, là, bien là, je suis étiqueté par Hubert, par la Scientologie, comme une mauvaise personne, un antisocial, une personne qui a commis plein de péchés. Puis c'est pour ça que maintenant, je m'oppose à la Scientologie parce que j'ai tellement fait de péchés envers eux que je les déteste. Puis là, eux autres, là, à quelque part, ça rentre dans notre cerveau. Puis c'est pour ça que moi, aujourd'hui, quand j'essaie d'aider du monde qui sort de secte, là, je lui demande, as-tu fait de la thérapie? Ouais. T'as-tu remis ça en perspective, ce qu'on t'a enseigné quand tu étais petit, comme dans la mission de l'Esprit Saint, là, qu'on enseigne aux jeunes filles, là, que c'est des bêtes humaines, là, puis que la mission de l'Esprit Saint, là, c'est probablement le groupe le plus misogyne qui n'existe pas en Amérique du Nord. Les femmes sont là pour faire des bébés, puis... Non, mais les femmes, c'est la bête humaine. C'est le corps du Christ. Eugène Richer, là, les appelait directement des puisards infects. Et pourquoi donc? Des bêtes humaines au visage bestial. Il détestait la femme, puis pour lui, la femme était le corps de Satan. C'est fou. La femme est le corps de Satan. Mais Eugène Richer, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était un pimp. Ouais. Il tenait des bordels, lui, puis il a battu sa femme. Il y avait une femme, là, il y en a un journal, dans des procès, j'en parle dans le livre, là, où j'ai ressorti les indications du procès, puis je ne veux pas dire qu'il arrachait ça de même. Il battait, il frappait sa femme là, avec le poing d'en face, puis il détestait les femmes. Mais ça veut dire que c'est des gens qui ont du charisme. Les gens qui ont été, les gens qui ont été élevés là-dedans, là, souvent les jeunes filles qui ont été élevées dans la mission de l'Esprit Saint, ils sortent de la mission, là, ils continuent à détester les hommes. Là. Ah ouais. Parce que qu'est-ce qu'on leur a fait subir quand ils étaient petites? Puis certaines de ces filles-là, ils continuent à se demander s'ils ne sont pas des puisards infects, puis s'ils ne sont pas le corps de Satan. Est-ce qu'il y a des gars qui les prennent encore pour ça? Qui sortent de la secte puis qui se disent, bon, ben c'est juste des femmes, donc c'est des moins que rien. Est-ce qu'il y en a qui raisonnent comme oui, ça? Il y a des hommes qui raisonnent. Ah ouais? Mon père était misogyne au bout. Là. Ah ouais? Bien, super, oui. Ah, ça reste. Les enseignements qu'on a, là, dans une certaine mesure, ça reste en Puis c'est ça qui est intéressant dans ton livre. Mais dans ton livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, c'est comme si, jusqu'à l'âge de 5 ans, toi, tu as plus ou moins conscience de ça, tu es avec la mission de l'Esprit Saint, puis on t'inculque un tas de notions. Après ça, avec la scientologie, on t'en inculque d'autres. Tu essayes des méditations avec les brahmans. Et tu n'as pas fini ta quête, là. Là, tu sors de la scientologie, puis ta quête n'est pas finie. Ben, tu te ramasses dans une église chrétienne. Les évangélistes. J'ai pas dit non, là, à Montréal. J'ai pas dit non. Puis tu rencontres Jésus, tu dis. Ah, Jésus, moi, j'étais... Donc, ça veut dire que tu étais... Moi, là, je souffrais tellement, là. Je souffrais tellement dedans, là, de tout mon passé, tellement chargé. Je souffrais beaucoup. Puis cette souffrance-là, là, m'a fait que j'hallucinais. J'ai vu Jésus venir me dire qu'il m'aimait. Quand tu es allé dans l'église? Dans l'église, quand il m'a dit « Venez en avant ». Puis il y avait un appel à la fin de la cérémonie, mettre une musique. Puis là, il dit « Venez en avant, ceux qui veulent être sauvés ». Moi, j'ai dit « Christ, je ne sais pas où j'en suis, n'importe quoi ». Puis je suis allé en avant. Là, il dit, là, le pasteur en avant, il dit « Fermez vos yeux ». Il dit, voyez Jésus qui est là, puis qui vient. Demandez-y là, de vous aider, tu sais. Puis moi, je suis embarqué dans le jeu, tu sais, j'ai dû voir l'essayer. Je m'en vais en avant, sacrifice. Jésus carrément venu me toucher, puis j'ai trippé au bout, là. Mais là, du jour au lendemain, je me suis senti mieux. Mais c'est toute ma psyché, là. Même, il t'a dit, le pasteur. Donc, tu es devenu vulnérable. Imagine-toi là. C'est que tu es comme un drogué de la secte, dans le sens. Exactement. Là, et toi, tu es un drogué de la notion. Inventez-moi un système qui va me permettre de m'enlever la boule. C'est un peu ça. Écoutez, c'est cliché au bout, mais ils disent, la religion, c'est l'opium du peuple. Tu sais, c'est des utopies. On vous propose une telle utopie,
Viens-t'en, nous autres, on va tout te changer tes croyances, on va tout t'arranger ça, là. Tu vas ressortir d'ici, là, tu vas être super high, être sûr que toi, tu t'en vas au paradis, puis que là, tu sais, moi, j'étais allé un petit peu chez les évangéliques, puis tout, puis hey, là, je me prenais pour Saint Paul, moi, là, qui avait été sur la route de Damas, touché par la lumière. Mais tu as été là moins longtemps que la scientologie, pas longtemps. Mais là, c'est parce que les dérives sectaires, je tolérais plus ça. Ouais. Tu sais, moi, je tripais. Tu les cherchais, mais en même temps, tu les rejetais. Moi, je cherchais la liberté. Je cherchais de la guérison spirituelle, affective. Mais là, je voyais qu'on voulait me contrôler, qu'on n'arrêtait pas de m'écœurer pour que je paye la dîme. Si je ne m'impliquais pas dans l'Église, donner bénévolement de mon temps, je n'étais pas un vrai chrétien. Si je n'amenais pas du monde dans l'Église, je n'étais pas un bon chrétien. En plus, on m'appelait toujours le bébé chrétien. Mais moi, avec tout le gros cheminement spirituel que j'avais, j'ai dit, viens pas m'appeler le bébé chrétien, j'en ai plus que toi. Tu sais. J'étais un peu fendant, puis ça ne marchait pas. Ah ouais. Là, ils n'arrivaient pas à me remettre encore des tracts. Mais moi, j'ai toujours été à la recherche de cette... Mais ce qu'il a fallu, là, pour que tu deviennes un citoyen fonctionnel, il a fallu que cette boule-là, tu l'écrases. Je comprends que c'est existentiel. Il faut toujours l'avoir à cause... Tu l'expliques dans le livre à cause de l'agression sexuelle dont on a parlé rapidement. Ça a été jeune, dans ma vie. L'abandon parental. L'abandon parental, les premiers jets de la secte. Après ça, tu arrives avec la scientologie où là, tu es englouti là-dedans et tu essayes d'autres religions, puis ça ne marche pas non plus. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, là, tu es capable de dire « Hey, les sectes, là, je vous prends puis je vous mets là toute la gang. Là. » Qu'est-ce qui a fait? Moi, le lien que j'ai fait, c'est qu'en 2016, là, il y a eu le MeToo, là. Puis là, tout le monde parlait de Gilbert Rozon, puis l'autre, là, Éric Salvaille à la TV. Puis là, le gars qui s'était senti victime parce qu'il s'était fait pogner une fesse, tu sais, dans la douche. Puis moi, là, j'avais toujours réussi à tasser ça, des agressions. Puis là, je commençais à m'intégrer plus dans la société, là. Puis là, je ne pouvais plus me faire semblant que c'était mon karma, ce que j'avais vécu, puis il fallait que je vive avec, puis c'était correct. Non, là, je réalisais que j'avais été victime de viol, puis que si lui, ça l'avait affecté de se faire pogner une fesse, là, moi, ce que j'avais vécu, c'était 100 fois plus grave. Puis là, ça remontait, puis je me pognais avec des caractères comme vous, là, des gens à peu près 20-30 ans plus vieux que moi, tu sais, puis qui me rappelaient, aussitôt qu'il y avait une attitude un peu abusive avec moi, là, ça me faisait du stress post-traumatique de mon agression. Ça a fait ressortir mon agression sexuelle. Puis c'est quand j'ai commencé à aller en thérapie pour parler de ça que là, j'ai revenu pied plus sur terre. T'sais. J'ai moins cherché à déconnecter. J'ai décidé d'aller dans ma souffrance puis d'en parler. Puis j'en ai pleuré. J'en ai pleuré un tas. Il faut pleurer, c'est sûr. Le psychologue, avec un psychologue, quand je suis allé toucher à ça, puis quand j'ai réalisé qu'en arrière de cette agression sexuelle-là, j'ai réglé le conflit que j'avais toute ma vie avec mon père qui m'avait abandonné chez ce bonhomme-là. Puis j'en voulais toute ma vie, j'en avais voulu. Tu as réussi à pardonner à ton père et à ta mère Mon père, je l'aime, mais comme je vous dis, il n'aurait jamais dû avoir d'enfant. Mon père, il était encore plus souffrant que moi, là. Lui, il restait accroché à la scientologie, il a cherché là-dedans. Puis lui aussi, à sa fin, là, il lâchait la scientologie, là, il était allé chez des Mormons, ou des fois, il allait voir des chrétiens. C'est spécial. Il cherchait d'autres... Les gens là, qui sont avec une secte, puis tu le racontes dans le livre, ils ont besoin d'une autre quand c'est fini. Oui, mais c'est pas tout le monde, mais beaucoup. Bien, c'est parce qu'on nous enseigne, premièrement, en scientologie, c'est écrit dans le credo. Il dit tout ce qui peut guérir l'âme humaine, c'est l'esprit. Tout ce qui peut guérir la psyché humaine, puis le corps, puis c'est situé au niveau de l'esprit. Puis là, je ne sais plus comment il tourne, je l'ai écrit noir sur blanc là-dedans, là, mais c'est dans la religion qu'on trouve la solution. Puis ça, il nous l'inculque tellement petit. Moi, c'est comme si la recherche... Tu avais 1 an, 2 ans, 3 ans, tu étais là-dedans. Bien, 1 an avec la mission. Moi, là, pour que mes oncles, là, puis... toute la gang de la mission de l'Esprit Saint me rejette là, quand je suis sorti de la mission. C'est parce que j'avais une certaine valeur. Je n'étais pas n'importe qui, sinon ils s'en seraient foutus. Mais, fait que là, tu sais, même si je suis rejeté, ça veut dire que je suis une personne spéciale, puis que je suis né là-dedans, puis eux autres, ils... Donc, tu as pris ça autrement d'avoir été rejeté par l'Esprit Saint, par les scientologues et tout ça. Tu as dit... Comment tu t'es refait une personnalité? C'est ça? Moi, j'ai pensé... voir des psys, mais encore, là, comment tu te reconstruis? Bien, en écrivant le livre.
Ça a été important? En écrivant le livre, ça m'a beaucoup aidé parce que moi, j'ai voulu repartir de mon enfance. Puis là-dedans, il y a plusieurs moments que j'écrivais, puis encore, ça a monté, les émotions. Là. Moi, j'avais mis ça en arrière, là, quand ma tante elle m'a dit que je ne pouvais plus jouer avec son petit gars. J'avais réussi à tasser ça. Parce que tu étais l'enfant de Satan. Parce que là, j'étais un enfant de Satan. J'avais 7-8 ans, puis j'avais plus le droit de jouer avec mes cousins. Puis toutes sortes d'événements comme ça, j'avais tout tassé. Mais quand j'ai voulu revenir, là, moi, j'ai reparti du plus loin que je me rappelais. Puis là, il y a plein d'affaires qui ont remonté. Là. Mon autre oncle, il est revenu nous voir à 12 ans. Il dit, vous sentez le hache, vous autres, puis tout. Puis venez-vous-en avec moi à la salle, il faut que vous reveniez dans la mission. Vous êtes en train de gâcher votre vie. Puis il a essayé de nous ramener dans la mission. Mais la seule fois qu'il nous a parlé en 50 ans, c'était pour nous amener dans la mission. Mais nous autres, on a dit non. Puis là, encore, il nous a claqué à la porte, il ne nous a jamais reparlé. Donc, tu as perdu beaucoup d'amis dans la vie. Tu as perdu de la famille, des amis scientologues. Quand j'ai quitté la scientologie, oui. Tout mon réseau en scientologie. Et tu t'es refait des amis? Parce que là, tu le racontes dans l'histoire, tu as rencontré une femme et vous êtes encore ensemble. Oui, puis là, j'ai deux merveilleux enfants. J'ai des amis, pas beaucoup. Non, mais qui ne sont plus dans aucune des gangs, là. Non, j'en avais un qui a traîné longtemps dans mon environnement, que j'avais connu avec les évangéliques. Puis là, c'est pas mal cassé. Des affaires, j'en dure plus. Mais tu es plus dans les groupes de soutien, là, maintenant, là, Oui. Moi, je continue à aller aider. Là, comme l'autre jour, je suis allé partager, je suis allé raconter mon histoire dans un pénitencier. Puis j'étais très choqué quand je suis allé dans la salle où j'ai partagé, où j'ai parlé, de voir qu'ils ont toute une armoire là, consacrée à des matériaux de scientologie. La scientologie va là avec Criminon pour essayer de recruter du monde dans les... Ah oui, ce que tu racontais tantôt. Oui, c'est ça que je vous disais avec la Charte des droits et libertés. N'importe qui se dit une religion. Pourtant, sacrifice pourrait vous en sortir comme ça, des procès contre Hubbard puis contre l'Église de Scientologie, des choses puis des douzaines de personnes qui ont des troubles de santé mentale sérieux puis qui disent que c'est à cause de la scientologie. Puis des thérapeutes de la scientologie qui sont sortis. Il y en a une en particulier, Karine de la Carrière, a dit j'ai assisté en personne à une douzaine de personnes, des full mental breakdown à cause de la scientologie, des crises psychotiques complètes là, à cause des procédés de scientologie. C'est su maintenant. Il y a des dizaines de livres écrits dénonçant la scientologie. Et pourtant, il y a encore des gens qui... Si on continue à accepter que la scientologie vienne dans nos prisons pour essayer de recruter les anciens détenus, c'est épouvantable. John Travolta puis Ted Cruz, c'est qui là-dedans? Parce que tu les évoques là, à une place. Bien, John Travolta, lui, on ne le voit plus bien en scientologie, mais il est encore bien allumé là-dessus. Mais ont-tu des titres? C'est-tu des évêques ou je ne sais pas quoi? Pas vraiment. C'est parce que... Ils s'en sont servis quand même, c'était un peu du modèle. Ils mettent toujours de l'avant. Les célébrités, là, ils s'en servent énormément pour faire de la publicité. Puis eux autres, les célébrités sont super high parce qu'ils arrivent dans un centre de scientologie, là, puis la veille, là, ils ont fait des white gloves partout, ils ont changé le tapis, ils ont repeinturé les murs, ils ont mis des statuettes en or, puis là, tu as comme 4-5 popounes qui attendent Tom, puis, tu sais... C'est comme ça pour les célébrités en scientologie. Fait qu'eux autres, ils voient juste une espèce de paravent, parce qu'eux autres sont traités comme là, puis tout le monde autour d'eux sont obligés d'être souriants. Va pas dire à Tom Cruise là, que ça fait 6 mois que tu manges juste du riz et des beans. Parce que là, t'es foutu, là, tu vas te faire... Ce que tu faisais en Floride quand tu avais 13 ans. C'est ça. Il va pas y dire à ce monde-là comment est-ce que tu es vraiment traité, parce que ben, nous, ces personnes-là, on les tient loin de l'entourage de Tom Cruise. On leur met juste du monde super high. Fait que ces célébrités-là sont... ils voient juste comme une façade, un paravent. Ils ne sont pas conscients de... Mais dans une certaine mesure, Tom Cruise commence à le savoir un peu plus. Mais c'est eux autres avec sont sur un pink cloud encore plus que nous autres. Ils ont tout l'argent du monde. Tom Cruise, il en a de l'argent. Il passe des heures branchés sur l'électromètre là, avec une chose électrique. C'est quoi un électromètre? Raconte-nous ça. Parce que... L'électromètre, c'est un genre de détecteur de mensonges. Les autres, ils vont dire non, c'est pas un détecteur de mensonges. C'est une machine là, qui rentre dans tes pensées, là, puis qui peut calculer la densité d'une pensée qui te bloque dans ta tête. Une pensée là, qui te provoque un malaise, l'appareil va calculer la densité avec le flux électrique. Dépendamment de ta réaction sur la cadran. Okay. C'était pas des machines ça, contre la douleur, contre l'arthrite? Au début, là, mais maintenant, tu en as. Puis c'est écrit, quand tu regardes, là, c'est des TENS, ça s'appelle Transcutaneal Electrostimulation System. Puis quand tu lis le petit booklet, tu as acheté un petit appareil, vous avez des problèmes dans le bas des jambes, puis tout.
Puis là, je l'ai lu, là, puis il disait, attention, cet appareil va créer chez vous un afflux d'endorphines. Alors, c'est le but, tu reviens tout le temps à l'idée il faut que tu sois sur ton petit nuage rose. Donc, il prenait ce genre de machine-là pour faire des cérémonies, puis tu sortais bien high. Ben oui, parce que le flux électrique te donne l'endorphine. Ça sonne complotiste, je le sais que ça sonne complotiste. Mais moi, je vous le dis, quand tu regardes les appareils, la petite bouclette, là, ils l'écrivent, c'est un antidouleur naturel. Puis moi, je sais, parce qu'on me l'a proposé pour l'arthrite, là, on me l'a proposé. On m'a proposé ça. Puis ça l'enlève la douleur. Je ne l'ai pas essayé encore. Mais quand tu arrives dans une séance d'audition, tu n'as aucune notion de ça. Mais il se passe un petit quelque chose dans ton humeur. Puis tu ne sais pas c'est quoi. Puis tu es sûr que c'est la scientologie. Puis c'est très, très petit, mais tu ne sais pas c'est quoi. Fait que le fait d'avoir ces cannes-là, bien, Christy, tu ressors de là, tu te sens mieux un peu. Mais avant, c'était pas connu, là, la notion comme quoi c'est les électrodes, là, quand tu les mets, ça sort. Puis là, c'est des gros électrodes. Là. Ils s'arrangent, ils s'assurent, l'auditeur, là, qui est le nom qu'on utilise pour le thérapeute. Là. Ouais. Lui, il s'assure là, que l'électrode couvre toute ta main. C'est une grosse zone. Là. Ça en fait des petits flux nerveux là, qui sont affectés par l'électricité. Mais là, il y a un paquet de monde qui ne croit pas à ça. Mais moi, là, j'étais dans la séance, je tenais les cannes, puis elle a mal ajusté. J'ai senti l'électricité m'a monté dans la nuque. Puis ça a redescendu par l'autre bras, ça a passé. Ce jour-là, pour moi, ça a tout démystifié l'électromètre. Là, je dis, là, non, attends, là, cette machine-là, elle me fait quelque chose, là. Elle fait pas. Moi, je pensais qu'elle faisait juste, en envoyant le petit fil électrique, là, qu'elle faisait juste calculer un peu la densité de mes pensées. Comme ça, quand je pensais à une pensée, quelque chose, un événement qui me blessait, là, ça faisait réagir le flux électrique, puis ça faisait réagir l'électrique. Mais là, quand j'ai senti l'électricité monter, là, jusque dans ma nuque, là, j'ai dit, oh, attends une minute, là. Moi, je veux dire, je ne sais pas quoi penser de ça. Mais ça, j'ai des doutes. C'est vrai que ça sonne un peu patente à gosse, là, ce que tu me racontes. Je ne suis pas le premier, en plus, qui dit ça, là. Moi, je n'ai pas inventé ça, là. Après ça, je me suis mis à rechercher. Puis il y en a un gars qui fabriquait des électromètres dans les années 80 aux États-Unis. Il s'appelle Arnie Lerma. Puis il y a un site qui s'appelle Lermonet. Puis lui, il parle toute la densité du courant électrique qui travaille. Il explique tout ça. D'ailleurs, tu dis que pour préparer ton livre, tu as consulté un tas de blogs, de podcasts d'anciens membres de l'Église. Bien, surtout des anciens membres, oui. Qui décrivent en détail des choses que tu nous expliques, mais que tu as mieux comprises parce qu'ils te les ont expliquées. Bien, moi, je les ai vécues. Oui, tu les as vécues, mais tu as pu rattacher des fils. J'ai compris pourquoi moi, je sortais high de même. Mais quand ça fait 1 heure là, que tu tiens tes électrodes dans les mains, là, une grosse surface, ça fait 1 heure que tu as ça dans les mains. Tu sais, moi, je sortais de là super high. Pourtant, elle m'avait juste demandé, genre, comment ça va aujourd'hui, puis qu'est-ce que tu as fait la semaine passée. Est-ce que c'était la machine ou l'aspect, justement, tout le protocole? Je pense que c'est une combinaison de tout. C'est une combinaison. Écoute, comment tu vois l'avenir, là, maintenant? Là, tu écris ce livre-là. Je sais que c'est important pour toi que tu viennes m'en parler, puis quand tu m'as écrit, je disais, hey, laisse-moi le temps je veux le lire comme il faut, là, au complet. Là, puis, mais donc, tu as écrit ce livre-là, tu dis que ça a été réparateur pour toi. C'est quoi la suite des choses pour toi, là, dans la vie? Bien, moi, là, c'est d'éduquer mes enfants puis essayer de briser le cycle. Ah, ben, je comprends. Briser cette espèce tu as dit que toi, tu étais la 4e génération. C'est ça qui est arrivé avec mon chum chrétien que j'aime beaucoup l'autre jour. T'sais. Il dit, hey, tes gars, tu les enverras chez nous cet été pendant une semaine, on va les garder, on va faire des activités. Puis j'ai dit, pas question que je te laisse tout seul avec mes gars. Parce que lui, c'est un Jesus freak. Il fait la prière avant chaque repas. Puis il parle toujours de la fin du monde s'en vient. Prépare-toi, Michel, la fin du monde s'en vient. T'sais. Il est Jesus freak. J'ai dit non. Mes enfants, je confie. Parce que, je suis rendu super méfiant, puis j'essaie de briser cette chaîne-là avec mes enfants, qui ne soient pas pris dans des mouvements religieux, qui vont les inculquer, tout ça. Ta boule? Bien, ma boule est pas mal passée. Ta thérapie, ça fait du bien? Bien, je suis encore en thérapie. Okay. À chaque 2 semaines, j'ai un thérapeute que je vois. Là, ça fait une couple d'années que je suis en thérapie. Je continue. J'apprends à me connaître, puis... Moi, là, j'aime ça, parce que je vois ça comme un monsieur avec qui je vais parler de mes états d'âme. Tu sais, des fois, on parle de rien de deep, là, tu sais, ça reste en surface. Puis sinon, ben là, j'ai un nouveau métier dernièrement, mais tu sais, je parle pas trop de ce que je fais parce que la scientologie, là, des gars comme moi, là, ils sont capables de venir chez nous mettre des photos d'enfants tout nus dans mon ordinateur. Ils l'ont fait, ils ont déjà fait pire que ça. Une première journaliste, là, Paulette Cooper, qui a écrit un des premiers livres dénonçant la scientologie, là,
Et ils ont fait une fausse alerte à la bombe, là. Ils ont pris ses empreintes, puis ils l'ont mis sur... Ils ont trouvé un moyen à ce que ses empreintes étaient sur la feuille d'alerte une feuille par écrit. Elle se retrouvait en procès pendant des années contre l'Église de Scientologie qui disait que c'est elle qui avait fait l'alerte à la bombe, qui avait mis une bombe dans une organisation de Scientologie. Puis il y a une autre histoire, ils ont essayé de la faire enfermer. Ils sont allés dans le bloc appartement où elle habitait, là, puis ils sont allés cogner chez tous ses voisins. Ils ont demandé, Mme Cooper, ça fait-tu longtemps que vous la connaissez? On pense que c'est une femme qui a fait des crimes dans le passé. Ils font beaucoup pour descendre les gens, puis encore... Mais ils devaient l'avoir dans le système, là, si on fait ça, parce que, tu sais, une journaliste qui écrit un reportage par la fin du mois. Au début, Master, c'est plein de livres. Là, okay. Mais non, moi, c'est plein de livres écrits sur la Scientologie, fait que le mien... moi, ça parle plus de quelques sectes en plus, c'est pas juste la Scientologie. Oui, c'est ça, de secte en secte, là. Il y en a 4 là-dedans. Moi, si je voulais parler plus du pattern, puis vous l'avez dit tout à l'heure plus rapidement, tu sais, ça vient d'une addiction. Ouais. C'est comme un enfant qui est élevé en voyant ses parents prendre un coup, puis geler, puis... Il y a de fortes chances qu'ils fassent la même chose en vieillissant. Là. Exactement. Et puis, toi, tu as fait la même chose que tes parents. Bien, c'est ça qu'on m'a... Et tu veux casser le moule avec tes enfants? Oui, puis l'avenir, bien, je sais pas. Là, j'ai un beau petit métier que j'aime bien, mais moi, je suis un éternel insatisfait. J'ai encore beaucoup de travail à faire intérieurement. Oui, il vaut mieux aller chez le psychologue que tu leur cogner à la porte. C'est que je suis fini avec ça. Moi, maintenant, s'ils ne sont pas dans un ordre, là, puis même, je veux dire, t'es mieux d'essayer de régler ça. Non, moi, je ne vois plus dans les religions, c'est fini pour moi. Les religions de mon père, de la mission de l'Esprit Saint à la Scientologie, de secte en secte, on peut le trouver où? Parce que c'est toi-même qui l'as... Il est juste sur Amazon, c'est moi qui s'est auto-édité, auto-publié, puis qui l'a mis en ligne, puis qui gère mon compte Amazon. Fait que, donc, Michel Laflèche Michel Laflèche Francoeur, puis tenez ça sur Amazon, et puis vous pouvez... Il n'est pas cher, puis écoutez, si ça peut aider, même si... Allez l'acheter, puis donnez-le à quelqu'un que vous pensez que ça peut aider. En tout cas, c'est fascinant. On comprend le conditionnement spirituel, émotif et psychologique de quelqu'un qui vit dans une secte. Merci beaucoup, Michel. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Comme toujours, c'est un plaisir.